Bienvenue à toutes et à tous sur Astronature 49 pour un nouveau rendez-vous avec les éphémérides du ciel pour le mois de mai 2026. Alors ce mois-ci, nous avons choisi quelques événements parmi tant d'autres et nous aurons notamment bien le maximum de la pluie d'étoiles filantes des états aquarides en tout début de mois, la rencontre de la Lune avec la brillante Vénus qui aura lieu le 18 mai, ainsi que le passage remarquable de Vénus aux côtés du célèbre amas d'étoiles M35. Alors comme chaque mois, nous vous présenterons une ou plusieurs pépites spécialement choisies pour enrichir vos observations, avant de terminer bien sûr par de terminer notre émission pardon, avec notre photo du mois. Alors pour vous accompagner, Mathieu et Robin partageront avec vous bien, leurs meilleurs conseils d'observation et leurs astuces pour profiter pleinement de ces rendez-vous célestes. Nous pouvons donc commencer sans plus tarder avec ce premier événement qui a lieu le 6 mai. C'est le pic d'activité des états aquarides. Alors, Robin, est-ce que tu peux nous présenter cette pluie d'étoiles filantes et puis nous préciser si les conditions seront bonnes pour l'observer cette année? Alors, bah oui, les états aquarides. Alors, pour répondre brièvement à ta question, Nathan, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les observer, mais on va voir pourquoi. Mais c'est compliqué, ne veut pas dire impossible. On va voir. Donc, dans la nuit du 5 au 6 mai, la Terre va traverser un nuage de poussière qui est laissé, en l'occurrence, par la comète, la célèbre comète de Halley. Ce phénomène, lorsque la Terre passe dans le sillage des poussières de cette comète, ça provoque une pluie d'étoiles filantes, de météores. C'est ce qu'on appelle les états aquarides. Donc c'est pour ça aussi que ça porte ce nom, parce que en fait, ça semble provenir de la constellation du Verseau et il est pas très loin de l'étoile Eta Aquarii. Donc c'est pour ça que cette pluie d'étoiles filantes porte ce nom. Comme chaque pluie d'étoiles filantes, en fait, elles ont un petit nom qui est lié à l'endroit d'où semblent provenir les météores. Donc comme ça, vous pouvez savoir de quoi on parle à chaque fois. Donc ça, c'est un petit défi que vous pouvez vous lancer quand on parle de pluie d'étoiles filantes, par exemple. Donc, pour les états aquarides, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essaim, en réalité, il atteindra son pic dans la nuit du 5 au 6 mai, mais l'essaim sera actif entre le 19 avril et fin mai, le 28 mai. Donc, effectivement, avec un maximum autour du 6 mai. Donc, les météores, ils sont très rapides, hein, aux alentours de 65 km par seconde. Donc, en fait, quand ils vont pénétrer dans l'atmosphère, ils vont provoquer des traînées lumineuses se consumer. Et c'est ce qui va nous permettre de les voir, nous, lorsqu'on est observateur sur Terre. Donc, une pluie d'étoiles filantes qui est quand même plutôt variable. Elle pourrait atteindre jusqu'à 50 météores par heure si les conditions sont idéales. Voilà, ça reste quand même théorique. Malheureusement, il y aura probablement beaucoup moins de 50 météores par heure, vous allez le comprendre, puisque depuis nos latitudes, en fait, la constellation du Verseau, lorsqu'on voudra l'observer, elle sera très basse sur l'horizon est et elle va commencer à se lever vers 3 heures du matin. Donc on Mhm. rappelle que le radian est dans cette constellation. Ceci dit, même si le radian en début de soirée est sous l'horizon, hein, puisque le Verseau n'est pas encore levé, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra justement ne pas voir de météores du tout. En fait, en réalité, les météores, ils sembleront provenir des Verseaux, mais on peut en observer partout dans le ciel. Alors effectivement, puisque la constellation n'est pas levée, puisque le radian n'est pas visible, eh ben, ça va limiter énormément la quantité de météores qu'on va pouvoir voir, puisque finalement on va pouvoir voir qu'une partie du ciel. Et alors que si le radian était très haut dans le ciel, qu'on avait, si je dis par exemple, s'il était proche du zénith, on aurait beaucoup plus de chances de voir la quasi-totalité, même la totalité
des météores liés à cette pluie d'étoiles filantes, ce qui ne sera pas le cas pour les états aquarides. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc voilà, en première partie nuit, ça sera pas visible ou très peu. Et en deuxième partie nuit, au-delà de 3 heures du matin, il y a potentiellement plus de chances de les voir, mais il faudra se rappeler que la constellation sera très basse sur l'horizon. D'autant aussi que à ce moment-là, il y aura la Lune qui sera aussi visible et très très visible puisque elle aura une illumination importante, près de 81%, pas très loin. Donc autant dire que les météores très faibles ou avec une luminosité limitée, ça va être d'autant plus difficile de les voir, mais pas impossible. Donc voilà, encore une fois, si vous avez le courage ou même l'opportunité de jeter un œil à ces pluies d'étoiles filantes, ben, saisissez l'opportunité à pouvoir trouver un ciel obscur. Voilà, donc c'est plus si vous en avez l'opportunité, mais ça ne sera pas un événement aussi exceptionnel que des pluies d'étoiles filantes beaucoup plus célèbres, notamment les Perséides. Donc voilà, voilà pour cet événement. Mm. Donc voilà, malheureusement, ce sera difficilement observable, mais bon, si vous n'avez pas la chance de pouvoir en observer, sachez qu'il y en a tout au long de l'année, donc vous aurez d'autres occasions, bien sûr, de pouvoir en observer. Alors, nous passons maintenant à ce deuxième événement qui a lieu dans la nuit du 18 au 19 mai, et il s'agit en fait de la conjonction entre la Lune et Vénus. Alors, le très fin croissant de la Lune va se rapprocher de la brillante Vénus. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire, eh bien, si nous pourrons facilement observer ce rapprochement? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un rapprochement qui est extrêmement intéressant à ne certainement pas louper. Il est extrêmement facile d'accès pour le débutant comme pour le parfait néophyte qui n'y connaît absolument rien. Ce sera très facile à observer puisqu'en fait, ces deux objets seront tout simplement les deux objets les plus brillants du ciel nocturne après le coucher du soleil. Alors, ça va se passer sur l'horizon ouest-nord-ouest. Ça, c'est la première indication à donner éventuellement pour se donner un repère et donc trouver ce spot du spectacle. Et ça va surtout se passer assez bas quand même sur cet horizon au crépuscule. Donc, éventuellement, trouver un spot dégagé ne sera pas de trop. Alors, je voulais mettre un petit peu les choses en perspective entre l'une et l'autre, parce que Vénus ressemblera à un point très brillant dans le ciel, la Lune à un fin croissant argenté avec très probablement cet effet de lumière cendrée qui va porter une petite lueur très douce, très tamisée du côté nocturne de la Lune. Sachez que pour donner quelques chiffres comme cela, Vénus sera de magnitude -3,8, c'est extrêmement brillant pour l'œil nu, dans un ciel nocturne bien évidemment, mais elle est aussi à une distance de 200 millions de kilomètres de nous. Là, c'est déjà plus tout à fait la porte à côté. Sa phase sera de 83%. Alors cette phase, on ne la voit qu'au télescope. À l'œil nu, on ne voit qu'un point brillant. Et la taille apparente de l'objet, alors là encore, on ne peut l'apprécier qu'aux instruments. Ce ne sera pas possible à l'œil nu. On ne verra qu'un point, quelque chose de ponctuel. Donc cette taille apparente sera de 12,5 secondes d'arc. C'est relativement faible. C'est très petit. C'est même plus petit que la taille de Saturne ou celle de Mars aux alentours de l'opposition, si vous avez ce type de référence dans l'observation à l'oculaire d'un télescope. Pour ce qui est de la Lune maintenant, alors la magnitude sera de -9,8, la distance 358 000 km, donc vous voyez déjà que c'est beaucoup plus proche. La phase ne sera que de 6%, donc le croissant sera très fin, le croissant illuminé bien sûr, et la taille apparente 33 minutes d'arc, donc ça recouvre quand même une certaine portion du ciel. Alors concrètement, ces chiffres indiquent que notre Lune paraîtra dans l'absolu 80 fois plus brillante, 600 fois plus proche et 160 fois plus grosse par effet de perspective que l'étoile du Berger, donc Vénus. Alors le spectacle sera largement observable à l'œil nu, sitôt que vous aurez, comme je le disais tout à l'heure, un horizon bien dégagé. Et puis l'exercice photo sera aussi des plus aisés, même si vous n'avez qu'un
qu'un smartphone sous la main, par exemple. Et puis, si vous avez un instrument optique, eh bien, c'est l'occasion de le sortir et puis de viser chaque cible individuellement et de constater notamment la phase de Vénus, qui, elle, est bien gibbeuse, contrairement à notre Lune, qui, elle, est en croissant. Bon, dans l'affaire, il y a un troisième astre, Jupiter, qui sera quand même le troisième astre le plus brillant après les deux que nous venons de citer. Elle aura pour avantage de dominer largement au-dessus du duo Vénus-Lune. Donc elle sera un petit peu plus décalée vers l'ouest. Bon, finalement, elle restera peut-être la star de cette soirée parce que plus facilement accessible et plus observable jusque plus tard dans la nuit. Donc, si vous loupez éventuellement ce spectacle, vous pourrez toujours vous rabattre sur le spectacle de Jupiter au télescope. Voilà, et ben, un joli spectacle donc à ne pas manquer ce mois-ci. Le dernier événement que nous vous proposons c'est le 21 mai, c'est Vénus qui sera au-dessus de l'amas M35. Alors la planète va se joindre à cet amas pour un joli spectacle visuel. Alors Robin, est-ce que ce rapprochement eh bien, sera aussi facilement observable? Alors, il sera un peu plus observable que le tout premier. Et comme Mathieu l'a pu dire, Vénus, finalement, c'est une planète très très brillante, donc facile à repérer. En l'occurrence, on parle du rapprochement entre Vénus et M35, M35 Messier 35 aussi. C'est son autre nom dans le catalogue de Messier, qui est situé à environ 2800 années-lumière de la Terre, versus Vénus, qui est beaucoup plus près, hein, vu que c'est à l'échelle du système solaire. Et donc c'est pour ça que Vénus aussi apparaît beaucoup plus lumineuse. M35, c'est un amas d'étoiles qui contient énormément d'étoiles qui sont effectivement très brillantes, mais comme elles sont éloignées, on les voit beaucoup moins lumineuses que Vénus. Alors, comment observer cet événement exactement? Il sera plus facilement visible dans le sens où ça sera visible à partir du coucher du soleil, voire même un petit peu avant, hein. Avant même le coucher du soleil, en direction ouest, jusqu'à à peu près 23 heures, où Vénus finalement passera sous l'horizon. Donc, l'avantage de cet événement, c'est que bah, si vous avez du mal à repérer Vénus, il y aura aussi d'autres repères qui vous permettra de repérer ben, cette planète. Si vraiment vous avez du mal à la voir, même si c'est un point qui sera très lumineux, qui ne scintillera pas, c'est la particularité des planètes. Mais si vous avez du mal, un astre encore plus brillant que vous pourrez voir, il s'agira de la Lune. La Lune sera visible aussi pas très loin. Et M35, en fait, donc l'amas globulaire se trouve dans la constellation des Gémeaux. Et la Lune, en l'occurrence, elle se trouvera aussi à peu près dans cette constellation-là, ce soir-là. Donc, vous pourrez facilement trouver Vénus en repérant d'abord la Lune, et il y aura un autre point lumineux qui se dressera pas très loin. Et ben, ça sera très probablement Vénus. Donc voilà la méthode un petit peu pour trouver. Et M35, donc l'amas globulaire aussi sera tout à côté. Donc le seul inconvénient, entre guillemets, donc Vénus, vous pourrez la voir à l'œil nu sans problème, ou même utiliser un instrument. Voilà, ça permet de voir les phases de Vénus, par exemple. Euh, Avec une simple paire de jumelles aussi, vous pourrez réussir, je dis bien vous pourrez réussir, c'est pas garanti, hein, parce qu'il faut un très bon ciel, à discerner quelques détails de l'amas globulaire M35, quoique ça risque quand même, je tiens à vous le prévenir, d'être un petit peu challengeant, puisque c'est un objet du ciel profond, et observer des amas globulaires avec une paire de jumelles, ça reste quand même un petit peu difficile. J'ai pas dit impossible, mais un petit peu difficile. Vraiment, l'AMA M35 prendra toute son envergure lorsqu'il sera observé au travers d'un instrument tel qu'un télescope ou une lunette. Donc voilà, il y aura un contraste assez saisissant entre Vénus qui sera très lumineuse et M35
Donc peut-être tenter une photo HDR si vous y arrivez. Mais voilà, ça sera quand même un petit peu compliqué. Mais voilà, ça peut être l'occasion aussi, du fait que Vénus soit à côté de M35, de facilement repérer cet amas globulaire et peut-être de vous tenter à l'observer aux jumelles ou au télescope. Si vous n'avez pas de go-to ou quoi que ce soit pour vous aider, eh ben, ça peut être un moyen ce soir-là de le trouver. Voilà, ben merci beaucoup Robin de nous avoir présenté cet événement. Et donc, eh bien, maintenant, on n'a plus qu'à tenter de l'observer. Alors, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit donc des pépites du mois. Et donc, eh bien, c'est le moment pour vous de découvrir ce qu'ont choisi Mathieu et Robin de vous présenter. Alors, on va commencer par Mathieu. Donc, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter? Alors, le cœur du printemps, c'est la saison des amas globulaires. Alors, M13, l'amas d'Hercule, est peut-être leur représentant le plus populaire dans notre hémisphère nord. Et si vous souhaitez en savoir plus et être guidé dans ce genre d'observation, je vous recommande notre playlist vidéo Le ciel profond au fil des mois, où nous consacrons en fait une vidéo par cible. Chacune d'elles retrace l'histoire de l'observation de l'objet thème, présente ses caractéristiques physiques les plus remarquables et distille quelques conseils dans les domaines de l'observation visuelle et de la photo. M13 et quelques autres amas globulaires du moment font justement partie de cette playlist qui compte actuellement plusieurs dizaines de vidéos, donc de cibles différentes, et qui sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. En vous souhaitant bien sûr beaucoup de plaisir à notre écoute. Voilà, donc nous vous invitons bien sûr à vous rendre donc sur cette playlist pour découvrir de nombreux sujets. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à cette photo que Robin va nous présenter. Ouais, donc c'est une photo assez saisissante que j'ai eu l'opportunité de découvrir sur un site internet dont j'ai déjà fait la présentation auparavant sur Astronomy Picture of the Day qui sélectionne des photos chaque jour d'amateurs ou bien de professionnels, mais c'est plutôt dédié aux amateurs quand même. Et donc, cette photo assez époustouflante d'une photographe suisse d'origine française, mais qui habite aujourd'hui en Suisse, qui représente. Donc, l'astrophotographe s'appelle Angel Fuchs et elle est spécialisée dans l'astrophotographie de paysage, plutôt dans la haute montagne, quand même. Et cette image, elle est assez spectaculaire et insolite parce que, très sincèrement, c'est la première fois que je vois une image avec une double arche de Voie lactée. Et en fait, la particularité de cette image, c'est effectivement qu'on observe sur la même image deux arches de Voie lactée. Et on voit aussi une troisième arche au milieu et en fait, il s'agit de la lueur zodiacale. Donc, la lueur zodiacale, c'est une lueur diffuse qui est observée dans un ciel quasiment exempt de pollution lumineuse, hein, à savoir que vraiment la moindre pollution lumineuse empêche de voir cette lueur. À l'œil nu, c'est très compliqué de la voir. En photographie, un peu plus facile. C'est un peu plus facile, mais ça reste quand même un défi pour les astrophotographes de paysage de révéler cette lueur zodiacale. En fait, c'est lié à la réflexion des petites particules dans le système solaire et puis qui rebondissent. Donc en fait, quand on observe l'arc de la lueur zodiacale, on observe au global le plan de l'écliptique. Donc on voit effectivement que l'image est fortement déformée, puisque c'est une image panoramique à quasiment 360 degrés. Et la question un peu plus insolite, c'est pourquoi sur une même image, on arrive à voir deux arches de la Voie lactée. Alors, parce que c'est vrai que quand on observe le ciel, à un instant T, on arrive seulement à observer une seule et unique arche de la Voie lactée et jamais deux. Alors au départ, je me suis dit,
c'est bien la photographe, elle a photographié le même endroit une fois en été et une fois en hiver, parce qu'on arrive à distinguer sur le côté gauche de l'image la Voie lactée plutôt associée à la Voie lactée de l'été, hein, avec le bulbe galactique, le cygne, et l'arche côté droite, plutôt la partie Voie lactée côté enfin, saison hivernale, avec les célèbres constellations d'hiver, hein, Orion, etc., etc. Donc comment la photographe a-t-elle fait? Et en fait, elle l'explique. C'est un véritable défi technique parce que en fait, l'image qu'on voit représente la Voie lactée à différents moments, mais pas à différents moments, à différentes saisons. Il s'agit de la Voie lactée dans une même nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que courant du mois de mars, il y a une période où il fait suffisamment nuit, il y a suffisamment de nuit pour voir la Voie lactée à 360 degrés dans la même nuit. Effectivement, comme la Terre elle tourne, eh ben, dans la première partie de nuit, début mars, enfin mi-mars jusqu'à fin mars, on a l'opportunité de voir plutôt la Voie lactée côté hiver, hein. On arrive en tout début de nuit à toujours observer les constellations d'hiver. Et par contre, plus le temps passe dans la nuit, plus on va avoir la possibilité de voir les constellations d'été. Donc en fait, la photographe, elle a fait cette photo presque du coucher du soleil jusqu'au lever du matin. Donc c'est vraiment une nuit très très éprouvante pour la photographe et je Mm. pense qu'elle a beaucoup préparé cette photo. D'ailleurs, on va tout de suite le comprendre puisqu'elle a été héliportée à travers avec un hélicoptère pour atteindre ce sommet de la montagne. Donc évidemment, hein, cette photographe a bien préparé sa photo. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment la consécration ultime et technique de la photographie de paysage où on voit vraiment le ciel presque à 360 degrés et la lueur zodiacale qui vraiment rajoute un petit plus technique. Donc vraiment une image que je trouve absolument époustouflante. Eh bien oui, merci hein, Robin de nous avoir partagé et commenté donc cette magnifique photo de la Voie lactée. Et pour terminer donc notre émission, eh bien nous vous faisons profiter une nouvelle fois d'une image de la planète Jupiter, donc réalisée par Mathieu le mois dernier. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission consacrée à nos éphémérides. Alors n'hésitez pas bien sûr à partager votre avis en commentaire. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver de nombreuses vidéos sous les playlists de notre chaîne comme nous en avons parlé tout à l'heure. En tout cas, eh bien, on est content de vous retrouver le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.